Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je me présente, je m'appelle Nathalie Boyer, vice-présidente exécutive et chef des opérations chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour, M. Fitzgibbon. Bonjour, Mme Boyer. Merci de nous faire l'honneur de votre présence pour ce rendez-vous tête-à-tête. Recevoir aujourd'hui le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, un lien naturel avec la volonté constante de notre firme de bâtir des communautés fortes et compétitives. Comme vous le savez sans doute, Monsieur le ministre, notre firme célèbre cette année 75 ans d'histoire, donc ça fait près de 8 décennies maintenant que nos 2900 employés ou professionnels s'affairent quotidiennement à soutenir les organisations dans leur croissance. Nous partageons donc votre vision, soit celle d'un Québec innovant et prospère, et nous avons toujours été de très bons alliés pour stimuler la croissance par la force de nos conseils, et on compte bien sûr le demeurer. Afin d'avoir un portrait de vos stratégies gouvernementales, je vous propose aujourd'hui un échange autour de 3 grandes priorités, soit l'innovation, l'énergie et la filière batterie. Avant de débuter, prenez note, chers participants, qu'il y aura une période de questions à la fin de notre échange et je vous invite à nous les transmettre tout au long de la conférence en cliquant sur le bouton Q&A au bas de votre écran. Aussi, veuillez noter que ce webinaire est enregistré et va être disponible sur notre site Web dans quelques jours. Or, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre invité de marque. Et donc, avant de faire le saut en politique en 2018, M. Fitzgibbon a occupé la fonction d'associé directeur de partenaire Walter Capital. Auparavant, il était président et chef de la direction d'Atrium Innovation, en plus d'avoir passé 5 ans dans le groupe financier Banque Nationale, notamment à titre de premier vice-président et chef de direction financière et membre du comité de direction de la banque. M. Fitzgibbon a entre autres travaillé pour le groupe Télésystèmes, Domtar, la Corporation des tapis Perlès, et il m'a mentionné tantôt qu'il aurait aimé ça travailler pour Raymond Chabot, mais il a travaillé pour PwC. Il a également été membre du conseil d'administration de nombreuses organisations, dont WSP, Héroux DevTech, le groupe transcontinental, Neptune Technologies, Lemon Pulse, Ariane Phosphate, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, en plus de présider le comité d'investissement du fonds Cycle Capital. Là, je vais reprendre mon souffle, si vous permettez. C'est un long CV. Comme vous voyez, je ne suis pas une journaliste, je suis une comptable comme vous, donc vous soyez très indulgents envers moi, puis gênez-vous pas pour ajouter à mes questions. Ça vous va? Ça va, puis en passant, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Je salue vos partenaires. Je pense que c'est important pour moi de Absolument. rester connecté avec le milieu, parce que l'efficacité d'un ministre, c'est la connexion avec le milieu. Alors, merci de m'avoir invité. C'est tout à votre honneur. Si vous voulez, maintenant, on va débuter par un sujet qui m'est cher, puis je pense qu'il est cher à vous aussi, qui est l'innovation, qui est un enjeu qui est vraiment incontournable pour nos entreprises et surtout pour un développement régional fort. Monsieur le ministre, dans l'élection de votre gouvernement en 2018, il était question d'avoir un objectif de combler l'écart de richesse avec l'Ontario d'ici 2036. Puis vous vouliez ramener cet écart-là à 10 d'ici 2 ans, là, en 2026. On va aborder ensemble pendant la prochaine heure différentes mesures, différents sujets qui vont aider justement à contribuer à combler cet écart-là. Mais d'emblée, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'on va réaliser cet objectif-là, sachant que le gap en ce moment est à 13 du per capita et on sait, vis-à-vis de l'Ontario, et on sait que l'Ontario ne fera pas du surplace, assurément? Bien, écoutez, c'est une très bonne question, puis je ne suis pas devin à savoir quand on va combler l'écart au complet. Mon patron est très ambitieux, il aimerait qu'on aille plus vite. Je pense que c'est pas tellement la date où on va réduire à 0 comme le chemin critique pour s'y rendre. Et moi, je pense que je regarde, effectivement, on était à 16 en 2018. Moi, en passant, avant de venir en politique, j'ai passé beaucoup de temps avec M. Legault, le premier ministre, parce qu'il avait écrit son livre sur le Cap Saint-Laurent, il avait écrit son livre sur l'écart de richesse, c'est l'omnibule. Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec lui pour comprendre comment était pour remédier à ça. Puis on s'est mis d'accord sur la destination. Okay. La vitesse à laquelle on y va, c'est difficile à contrôler. Alors, je regarde, somme toute, ce qu'on a fait depuis 4 ans, depuis 6 ans maintenant, en fait. Je suis satisfait de l'écart de 16 à 13. Les mécanismes, les déterminants qu'on doit mettre en place pour combler l'écart, je pense, sont là. Maintenant, comme vous avez dit, l'Ontario n'est pas sur place. Alors, au Québec, on est 9 millions de personnes, donc il faut vraiment focaliser. Alors, je pense que la stratégie, on va en parler, la stratégie du Québec, c'est de dire, focalisons sur des déterminants qui vont nous permettre de pouvoir combler cet écart de richesse-là. Puis juste avant qu'on continue, quand on s'est mis d'accord qu'il fallait combler l'écart de richesse, il fallait trouver des déterminants. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'aiguille va bouger?
Ouais. Parce qu'on peut dire PIB par habitant, c'est une mesure qui est très facilement calculable, mais là, comment est-ce qu'on se lève le matin et on dit comment est-ce qu'on change le PIB par habitant? C'est une autre histoire. Alors, on a travaillé avec des firmes, des consultants externes pour nous aider, puis rapidement, on a conclu que près de 25 vient de la main-d'œuvre. Okay. Donc, plus gros taux d'occupation, peut-être une intensité du travail plus grande, mais 75 c'est la productivité et c'est probablement le manque d'innovation dans nos entreprises qui se reflète par le manque d'investissement en équipement ou le manque de numérisation. Donc, quand on a regardé ça, avec mon équipe, on a dit focalisons sur ce 75 %-là. C'est ce qu'on fait depuis 6 ans, puis il y a plusieurs mesures qu'on va parler, qu'on met en place. Donc, je suis confiant que l'écart va se réduire. On vise 10 en 2026, donc 16 à 13 en 6 ans, 3 en 2026, ça ne sera pas simple, mais même si on est à 11, je pense que... Mais ce sera déjà mieux que la clé, c'est qu'il faut progresser. Puis on sait aussi que l'environnement d'affaires est difficile au Québec en ce moment pour plusieurs entrepreneurs puis dirigeants de PME. Puis là, je vais vous ramener à un souper qu'on a eu au Conseil du patronat il y a quelques semaines. Vous preniez de table en table et vous aviez une question pour chaque table. Puis à ma table, la question, c'était... comment on fait pour que les entrepreneurs québécois réinvestissent du capital ou de l'argent dans leur propre entreprise, faire en sorte de croître puis participer à la prospérité de la province? Puis si je me rappelle de ma question, je vous avais dit, écoutez, c'est bien le fun, mais il faut d'abord qu'ils payent les salaires des employés qui ont dû augmenter avec l'inflation. Après ça, on parle de payer les impôts, on gère la paperasse, on gère la réglementation avec la loi 25, la loi 96. Là, soudainement, il faut qu'ils gèrent la cybersécurité. Il ne reste plus beaucoup de choses. Puis là, soudainement, RSE embarque aussi, il ne faut pas l'oublier, celui-là, en se disant, bien, il faut que je garde mes employés mobilisés, puis peut-être qu'avec ça, je vais avoir le droit à un petit break au niveau de mon taux de financement. Mais après ça, il ne reste plus beaucoup de temps pour l'entrepreneur pour se consacrer à justement innover ou même de prendre de l'argent puis innover. Donc, je vous la retourne, la question de ce soir-là, parce que je vous avais vu prendre des notes en plus. Je ne sais pas si vous avez gardé le papier, ça, c'est une autre histoire. Mais on fait comment pour que l'entrepreneur québécois réinvestisse son capital dans son entreprise? Non, puis on va rajouter à ça une autre couche, qui est la pénurie de main-d'œuvre. Absolument. Qui est un enjeu. Bien, écoutez, je pense que quand je référais tantôt à l'écart de productivité, manque d'investissement en innovation, je pense qu'un des problèmes de base, c'est qu'il faut, comme gouvernement, encourager l'investissement. L'investissement, c'est des machines, c'est de l'innovation. Puis je vais retourner un petit peu en arrière parce qu'on a des forces vives au Québec, souvent qu'on ne réalise pas. Moi, quand j'étais en poste, je regardais l'investissement en recherche. Okay. Et on a constaté rapidement, quand on comparait par rapport à notre PIB, les fonds de recherche du Québec, on a un scientifique en chef, M. Rémi Quirion, je réalise qu'au Québec, on est les premiers de classe. Okay. Premier quartile d'investissement en recherche fondamentale par rapport à notre PIB. Par rapport à l'OCDE, les pays qui forment l'OCDE. Alors ça, c'est bon. Où c'est moins bon, c'est que les start-up, on est les derniers de classe. Donc, il manquait quelque chose entre la recherche fondamentale et ce qui se passe en entreprise. Alors, moi, je regardais, j'ai Investissement Québec qui se rapporte au ministère. Investissement Québec, on a fait une réforme parce que je voulais qu'ils prennent plus de risques. La fameuse vallée de la mort, on vous référait beaucoup il y a 6 ans. On en parle encore, mais une partie a été résorbée. Donc, on a la recherche fondamentale, on a des bonnes idées, puis on a Investissement Québec qui performe, la Caisse de dépôt, Fonds de solidarité, Fonds d'action. On a des instruments financiers. Dans le milieu, il y avait un manque. Okay. Le milieu, bien, c'est ce que j'ai créé. J'ai créé le poste d'innovateur en chef. M. Luc Sirois, maintenant, est l'innovateur en chef. J'ai créé le Conseil de l'innovation québécoise, qui est dirigé par Mme Damour, la rectrice d'Université Laval, Jamais le Monde, Friends and Telemi. Un paquet de monde qui sont sur ça, qui donnent leur temps. Ça? Bien, on progresse. Donc, l'idée, c'était quoi? C'est de faire le trait d'union entre l'idée et la commercialisation. Okay. Mais l'innovation, c'est pas seulement faire des start-up, c'est aussi que les PME puissent l'inculquer, puissent investir dans leur entreprise. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à avoir des conseillers en innovation. Le gouvernement ne va pas dire aux entrepreneurs quoi faire. Ils savent mieux que nous autres. Par contre, si on met la charge dans la batterie, comme on dit, bien, puis que les gens peuvent voir que, hey, il y a des choses innovantes au Québec, on est capable de profiter peut-être de certains segments d'innovation pour les implanter dans l'entreprise. Nous, il faut avoir le support financier pour l'accompagnement. Et je pense que ça, on a fait des progrès. On est loin de la coupe aux lèvres. On a quand même 350 conseillers en innovation qui ont été formés à travers les organes qui existent. Et le travail, c'est en région de voir des entreprises et de dire, oups,
telle innovation pourrait vous aider à être plus performant, parce que vous avez raison. Pénurie de main-d'œuvre, l'allègement réglementaire, on fait des progrès, mais on en crée autant qu'on en enlève, des fois, malheureusement, Absolument. pour des raisons qui sont justifiées. Ouais. L'entrepreneur, lui, il faut qu'il y ait réglementaire, il manque de main-d'œuvre, alors il faut que l'innovation soit là, parce que sinon il n'y arrivera pas. Effectivement. Puis on a abordé un peu plus tôt justement la conformité, tout ça, mais on disait que certains entrepreneurs, ils commencent à travailler au niveau de l'environnement de cybersécurité ou même la loi 25. Nous, on a la chance à l'interne d'avoir une division qui est spécialisée justement dans la cybersécurité, d'emmener des outils technologiques aux entrepreneurs pour s'assurer d'implanter un environnement sécur et en conformité avec la loi 25. Mais ce qui fait peur un peu là-dedans, c'est qu'on constate là, qu'il y a 3 à peine dans nos clients, on le voit même, je pense que c'est plus global que ça, 3 à peine sont conformes à la loi 25 aujourd'hui. Puis il y a même des études qui disent que 60 des gens pensent même pas être capables de s'y conformer. Donc, il y a très peu d'outils en ce moment où c'est très limité ou très restrictif les crédits disponibles. Qu'est-ce qu'on peut faire comme gouvernement, justement, pour pouvoir aider ces PME-là? Nous, on peut être un vecteur, mais comment on peut faire pour les aider? Vraiment, c'est sûr qu'on n'ira pas fermer les entreprises qui ne se soustraient pas aux règles, mais puis l'idée, c'était de travailler justement avec mon collègue Éric Kerr, qui est ministre de la cybersécurité et du numérique. Il faut avoir de la formation. On a pensé avoir une zone d'innovation cybersécurité. J'ai changé d'idée parce qu'il faut le démocratiser au Québec. Donc, c'est sûr qu'à Gatineau, avec INSEC-M, qui est la grappe industrielle cyber du fédéral, l'Université du Québec, en Outaouais, se spécialise là-dedans aussi. On fait du travail avec eux autres, mais Sophie Namour, on veut en faire aussi à Laval, Cossette à Sherbrooke. Alors, il faut que les entreprises, autant au niveau universitaire qu'au niveau collégial en passant, c'est cet été, il y en a qui se spécialisent là-dedans, c'est les cégeps techniques. Il faut que l'offre de conseillers humains soit au rendez-vous, sinon on n'y arrivera pas. D'autant plus que malheureusement au Québec, puis c'est correct, on a 268 000 entreprises au Québec enregistrées au registraire. Bon, il y a beaucoup d'entreprises là-dedans qui sont d'une personne, mais néanmoins, c'est beaucoup. Combien d'entreprises ont des systèmes ERP? Il y en a qui n'en ont pas. Alors, on ne peut pas cybersécuriser quelque chose qui n'est pas déjà compilé. Alors, il y a beaucoup d'enjeux sur la numérisation avant même de faire de la cybersécurité. Absolument. Alors, c'est sûr qu'il faut aider ces gens-là. Ceux qui ne sont pas numérisés, il faut commencer par ça. Le programme d'offensive de transformation numérique se veut une aide pour la numérisation. Ceux qui le sont, il faut avoir des conseillers qui vont faire la formation. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, s'il y a des délais, on va s'ajuster. Oui, parce que ça peut être vu comme aussi pour une entreprise comme un frein à sa croissance. Puis, à un moment donné, les gens oublient que ça peut devenir un avantage concurrentiel aussi de ce qu'on fait. C'est ça, vous avez raison. Je pense qu'au début, ça peut apparaître comme étant une création gouvernementale pour compliquer la vie. Puis à un moment donné, oups, ce qui se passe dans les entreprises, c'est l'avantage comparatif. Exactement. De pouvoir sécuriser son client, dire je suis cybersécure, à tout le moins, j'ai une bonne note, mais ça va aider pour la vente, promotion des services ou des produits. Donc, ça devient un avantage comparatif, mais il faut que le chemin de Damas, pour se rendre là, soit le moins pénible possible. Absolument, absolument. Je vais vous emmener sur le dossier de l'entrepreneuriat au Québec. On a effleuré un petit peu le sujet. Selon une étude de la CETEC, le reprenariat aurait repris le relais sur la création d'entreprises en 2021. C'est une bonne nouvelle pour la relève entrepreneuriale puis pour assurer une pérennité de nos entreprises. Par contre, on ne se comptera pas de peur. L'entrepreneuriat s'essouffle aussi au Québec. Puis si je regarde mes statistiques, on dit qu'en 2022, le taux d'entrepreneurs parmi les adultes au Québec est à son plus bas à 3 ce qui plaçait le Québec comme dans les trois dernières régions de l'OCDE qui ont participé à l'étude. Puis là, on parlait encore une fois de resserrement du marché du travail, augmentation de la rémunération, même le vieillissement de nos entrepreneurs. Mais j'ai comme 3 questions pour vous là-dedans. Comment on fait, premièrement, pour s'assurer que les gens qui ont le goût de s'embarquer dans l'entrepreneuriat vont survivre? Parce qu'on dit qu'une PME sur 3 va fermer dans les 5 premières années. Après ça, comment on fait pour s'assurer qu'on va stimuler le reprenariat, sachant que 76 des entrepreneurs canadiens pensent transférer leur entreprise dans les 10 prochaines années? Puis troisièmement, comment on fait pour aider le Québec à en créer des entrepreneurs? Bien, écoutez, c'est un très bon sujet. Puis j'ai passé beaucoup de temps sur le reprenariat parce que, justement, je suis allé au CETEC, l'Assemblée annuelle, il y a quelques semaines. J'ai même demandé une étude parce que je voulais un peu granuler le reprenariat. Il faut faire attention, il y a beaucoup de chiffres qui sortent.
Puis, une statistique là, qui me revient à l'esprit pendant que je vous parle. On parle, de la segmentation, là, je vais la simplifier, on parle entre 0 et 20 employés, entre 20 et 100, puis 100 et plus. OK. Le 0 et 20, le CETEC fait un excellent travail. Ils ont accès à peu près à 1000 entreprises par année sur le terrain avec des gens qui réseautent dans les régions. On fait un relativement bon travail de ce côté-là. Les grandes entreprises en haut de 100 sont généralement bien servies aussi par Investissement Québec, la Caisse de dépôt, le Fonds d'action. De temps en temps, on en perd, mais il faut faire un peu plus de travail d'identification en amont, parce que si on réagit, il est souvent trop tard. Mais oui, il y a un problème, c'est entre le 20 et 100 employés. Là-dedans, on parle de la moitié, plus la moitié des entreprises qui sont là-dedans. Entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui peuvent varier de 5 millions à 100 millions. Et là, on parle à peu près 10 à 15 000 changements de détention d'ici 5 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est pas seulement sur le radar de la Caisse de dépôt. C'est pas seulement sur le radar de l'Investissement Québec. Ben non. Donc, il faut faire un travail. Puis là, avec le CETEC, je leur ai demandé de regarder ça. Le ministère est impliqué aussi. Comment est-ce qu'on rehausse la capacité du CETEC ou d'autres organismes de pouvoir, je pourrais dire, répertorier un peu. Il faut comprendre c'est quoi les systèmes. Répertorier un petit peu, sans avoir la liste du Big Brother, là, mais on peut savoir l'âge des dirigeants, entre autres. Alors ça, là, il y a un travail de base qui doit être fait. Au Québec, l'argent est disponible. Il ne faut pas créer un fonds. L'argent est là. Il faut juste avoir il y a des cédants et des repreneurs. Bon, on parlait des deux. Les cédants, il y a du travail à faire parce que, moi, j'ai fait ça dans ma vie avant de venir en politique. Travailler avec un cédant, là, c'est de la psychologie. Là. Ah, totalement. Ça prend un gestionnaire de patrimoine, ça prend des gens qui vont être capables d'expliquer ce qui va arriver après, c'est quoi la suite des choses. Il faut d'abord qu'ils acceptent de se faire aider aussi dans ce cheminement-là. D'une part, et d'autre part, qu'est-ce que je fais après? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas juste, je vous reçu un chèque, on arrange un comptable, modèle Excel, ça vaut 10 voici 10 c'est pas même pas ça. Alors, il y a tout un travail à faire avec le cédant. Et ça, je pense qu'au Québec, des firmes comme la vôtre, des bureaux d'avocats. Il faut mobiliser ces gens-là. Moi, je vais faire un effort de pouvoir être plus impliqué en amont. Après, les repreneurs. Les repreneurs, c'est pas juste des entrepreneurs. Parce que aussi, il faut qu'ils travaillent sur le côté humain. Un repreneur qui parle à un cédant, là, la relation n'est pas simple. Alors moi, je pense qu'on a fait quelque chose récemment avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. On a lancé un programme de formation pour le reprenariat. Donc, oui, à la base, les repreneurs doivent être entrepreneurs, c'est sûr. Mais il y a plus que ça. Alors, c'est un programme qu'on va donner. Et si le programme fonctionne, c'est récent, là, je veux l'amener un peu partout au Québec. Parce que c'est important, je pense, qu'on forme des gens. Parce que je l'ai dit tantôt, on a de la recherche fondamentale, puis on n'est pas beaucoup dans les start-up. Donc, il n'y a pas tant d'entrepreneurs que ça au Québec. Non. Alors, ça, c'est un autre débat. Comment est-ce qu'on peut promouvoir l'entrepreneurship, considérant que beaucoup de jeunes aujourd'hui couples qui vont dire, ben là, si j'ai un bon emploi dans la filière batterie ou dans la filière... je vais faire ça. Je vais aller faire ça, je vais avoir une sécurité, je vais acheter une maison. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Plus on va rehausser le niveau de richesse des Québécois, plus certains vont dire, ben, j'aimerais autant avoir un poste dans une grande boîte pour être plus sécure. Mais je pense qu'on est capable de faire les deux. Alors, il faut promouvoir l'entrepreneurship et après ça, la formation pour que le reprenariat... Parce que moi, j'ai dit, beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, bien, reprenez. Oui, c'est ça, c'est plus facile. Il y a un inventaire dans la société qui existe. Petite entreprise, vous pouvez les prendre pour vous satisfaire en faisant un profil, rehausser la plateforme. Alors moi, je pense que c'est un segment où je pense que le Québec, comme gouvernement, là, on a beaucoup à faire de ce côté-là. Vous avez parlé tantôt de zones d'innovation. Je sais que vous en avez 4 en ce moment, là. Mais pouvez-vous nous dire qu'est-ce que ça fait exactement une zone d'innovation? Puis comment, pour nos partenaires qui nous écoutent, là, comment, eux, ça peut être bénéfique pour eux? Bon, à la base, quand j'ai lu le livre que mon patron a écrit, avant de venir en politique, je l'ai lu 2 fois, en fait, pour être sûr que je comprenais ce qu'il voulait dire, puis pour être sûr que j'étais d'accord avec lui. M. Legault, à ce moment-là, il avait décidé, il avait conclu que pour créer de la richesse, ça prenait il parlait du fleuve Saint-Laurent à l'époque, sur le Saint-Laurent, qui est la colonne vertébrale du Québec, le transport. Donc, profitons du Saint-Laurent pour pouvoir créer des lieux géographiques où on pourrait avoir du développement industriel, commercial ou autre. Alors là, on l'a comme peaufiné, puis moi, je me suis dit rapidement en arrivant en poste, OK, au Québec, quels sont les secteurs où on peut réunir pour une pérennité l'institution du savoir, autant au niveau recherche fondamentale, recherche appliquée, grand donneur d'ordre et des start-up en dessous qui vont pouvoir émerger par rapport à ça dans des écosystèmes
où le Québec peut se démarquer. C'est ça qui était la théorie d'une zone d'innovation. Donc, quelles sont les thématiques où on peut être champion du monde? Bon, le plus facile, c'est celle qu'on a annoncée récemment, c'est l'aéronautique. L'aéronautique, depuis 50 ans, on a développé au Québec une expertise. Là, on a culminé ça avec Boeing. Donc, on a maintenant Boeing, Airbus et Bombardier, les 3 top avionneurs. Bon, certains argumentent que Embraer pourrait être là. Peut-être qu'on va y chercher plus tard. Mais bon, on a 3 avionneurs ici. Il n'y a pas une place au monde qui a ça. Même Wichita ont plus Boeing. Et là, on a de la recherche collaborative qui se fait. Parce qu'il ne faut pas oublier mais si on a des segments industriels en isolation, des grosses sociétés, ça n'a pas grand-chose. On ne rappelle pas de GM, il faisait trop jeune, mais il faisait des Camaro à Boisbriand. Je ne sais pas si jeune que ça. On a eu une usine de Camaro, il faisait des Camaro, puis elle est partie, puis on ne s'est pas rendu compte. Alors, il faut créer des écosystèmes qui vont être intégrés pour qu'il y ait une pérennité. Alors, à date, on en a 4. Bon, le quantique à Sherbrooke. Quantique, puissance de calcul, on parle de l'IA. Dans 10 ans, là, on risque de dire au Québec, waouh, on est fort en quantique. Toute l'évolution de l'intelligence artificielle va requérir une puissance de calcul qui va être décuplée par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On a le GPU, là, avec les grosses boîtes. Éventuellement, c'est le quantique. Mais le quantique, là, on a IBM qui a bâti le premier ordi quantique au Canada, à Bromont. On a Pascal, la compagnie française qui est venue. Des Israéliens au niveau du software. Alors, on arrête de bâtir un écosystème à Sherbrooke qui culmine aussi dans d'autres juridictions, dont Laval, puis l'Université de Montréal. Alors, le quantique, on commence à se démarquer. Puis au Canada, on est peut-être rendu dans les meilleurs. Bon, microélectronique à Bromont, on est privilégié à cause du CHIPS Act de Biden. Les Américains sont parano sur Taïwan, sur la dépendance taïwanaise sur les semi-conducteurs, avec la Chine géopolitiquement qui risque d'avoir des enjeux. Donc, ils ont mis un programme de 479 milliards, je pense. Oups! À Bromont, on fait l'assemblage de semi-conducteurs, donc on va bénéficier de ça. On a évidemment la veille de transition énergétique à Shawinigan, Bécancour et Trois-Rivières, avec tout ce qui se passe au niveau des batteries. Là, on va parler de ça tantôt, mais là, de la mine à la cellule, produire des voitures commerciaux électriques, d'autobus, puis le recyclage. J'arrive de chez l'édition ce matin. On a annoncé l'usine de recyclage québécoise. Puis là, j'ai parlé de l'aérospatiale. Alors, c'est comme si vous espérez les conversations de machines à café un peu entre les entreprises. Oui, un peu dans on peut dire ça, mais je pense que si on veut une pérennité, il faut que tout l'écosystème travaille ensemble. Si on peut avoir des start-up qui vont émerger de la filière batterie, puis ils vont en avoir. Si on peut avoir les gardeurs d'ordre qui viennent ici créer des bons emplois, puis l'université en haut de solution du savoir qui est impliquée, bien là, on a quelque chose qui va être périn. Alors, l'enjeu, évidemment, c'est si tu n'es pas une zone d'innovation, est-ce que tu peux vivre pareil? C'est le danger. Puis est-ce que c'est en train de dire aussi que, par exemple, la technologie quantique que vous parliez, est-ce qu'il faut absolument être dans ce pôle-là? Ou si j'étais ailleurs au Québec, il arrive quoi? Il faut déménager? Alors, non, c'est ça. On ne veut pas ça. Alors, donc, clairement, au niveau des zones d'innovation, on me pose la question, il va y en avoir combien? Moi, je n'avais pas de chiffre en tête. J'avais dit, il y en aura peut-être 8 ou 10. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il va y en avoir d'autres. Puis, c'est un peu un secret de polichinelle. On parle d'agroalimentaire, pour des raisons d'autosuffisance. On parle d'une zone bleue halieutique au niveau des sciences marines. On pense à la Gaspésie, on pense à la Côte-Nord. Beaucoup de forces vives. On peut penser à la santé. Les médecines personnalisées qu'on a ici, génomiques. Alors, je nomme ceux-là. Puis, au niveau minier aussi, peut-être. Alors, pour moi, il va y en avoir 2, 3, 4 autres. Maintenant, le rôle du gouvernement, je pense qu'aujourd'hui, dans un focus industriel, bien, comme j'ai dit la semaine passée, c'est un peu les gaps industriels de M. Porter à l'époque, à Boston, à Harvard, aux stéroïdes. On met des stéroïdes et on les amène ailleurs. Alors, ça, c'est correct. Je pense que le gouvernement, c'est le rôle du gouvernement de choisir ces thématiques-là, d'avoir par contre de l'argent privé. Mais il faut aussi des programmes plus transversaux, parce que ceux qui ne sont pas dans les zones d'innovation peuvent survivre aussi. Absolument. Ils doivent survivre. Alors, on a des programmes parce qu'on doit accentuer, je reviens au point d'innovation, il faut accentuer l'investissement en innovation. Donc, on a des programmes comme Offensive Transformation numérique, Productivité Innovation, Propulsion Québec, Propulsion PME Québec, je m'excuse. Donc, il faut commencer avec ces programmes-là pour que ceux qui ne sont pas dans les zones d'innovation aient aussi la chance de pouvoir bénéficier de ces programmes-là. Donc, le temps file, M. Fitzgibbon. Donc, je vais vous emmener au deuxième pilier, qui est un pilier que je sais qui vous tient à cœur, qui est l'énergie. Vous dites d'ailleurs que le développement énergétique sera le vecteur de croissance au Québec au cours des prochaines années. Vous souhaitez un mix énergétique optimal pour le Québec pour encadrer la croissance par énergie avec une sorte de plan intégré
des ressources énergétiques. Selon ce qu'on entend, il y a un projet de loi qui va se déposer dans les prochaines heures, jours. Comme on est juste entre nous comme ça, presque personne ne nous écoute. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut avoir une idée des grands axes? J'imagine que vous avez parlé de tarification nucléaire, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Ben, les grands axes, je pense que probablement le projet de loi, ce ne sera pas la révolution. Le projet de loi, ça se veut tout simplement de mettre au jeu des concepts qu'il va falloir évoluer, il va falloir discuter, parce qu'il va y avoir des commissions parlementaires, il va y avoir des discussions durant l'été sur ce qu'on fait. Mais à la base, c'est quoi l'enjeu? La transition énergétique au Québec devient excessivement importante parce que, on a des cibles de décarbonation ambitieuses. Absolument. On parle de 37,5 de réduction de GS en 2030. On parle de 30-32 mégatonnes de CO2 équivalent qu'il faut réduire. On a ça. Deuxièmement, on a un déséquilibre, malheureusement, entre l'offre et la demande. Ouais. Bon, on a comme je dis, je suis le ministre de l'Économie le plus privilégié probablement dans le monde parce que j'ai plus de projets qu'on peut faire. Bon, il y a un côté positif, donc on est choyé, puis il y a un côté négatif, on peut pas tous les faire, puis je dis non des gens. Puis ça, je trouve ça très décontenançant. Alors, donc, on a un déséquilibre qui fait en sorte qu'on doit augmenter la production de façon importante, le plus rapidement possible, tout en respectant les enjeux écologiques, évidemment, et les enjeux qui soient socialement acceptables. Pour faire des projets, les gens vont dire non. Puis troisièmement, c'est plus problématique, mais notre sobriété énergétique, c'est pas notre caractéristique. Hein. Au Québec, on est très choyés. On est victime un peu du passé parce que jusqu'à 2 ans, on avait des surplus énergétiques, l'énergie coûte pas cher, donc les gens, bon, on ouvre les lumières, puis on les ferme dans quelques semaines, puis comme on ouvre le robinet. Absolument. Là, d'un coup, sobriété énergétique, on consomme mal. Puis quand je dis consomme mal, c'est pas commercial, c'est commercial, industriel. Tout le monde consomme mal. On manque d'énergie, puis on veut décarboner. Fait que là, tu mets ça ensemble, une pizza à l'adresse. Alors ça requiert fondamentalement une chose, c'est qu'on a au Québec un triangle. Il y a le gouvernement, la Régie d'énergie, puis Hydro-Québec. Il faut que le triangle soit en équilibre. Donc, Hydro-Québec doit avoir plus de flexibilité, d'agilité pour pouvoir produire plus. Au même moment, Régie d'énergie doit avoir un contrepoids. On ne veut pas laisser Hydro-Québec les deux leviers, ça ne marche pas, on va être dans le mur. Puis le gouvernement, bien, nous, il faut mettre les politiques. Moi, je dis, nous sommes l'actionnaire. L'actionnaire décide des stratégies. Absolument. Après ça, l'exécution, Hydro-Québec, c'est sa responsabilité. Puis la régie, c'est de s'assurer que ça se fasse dans l'ordre par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, le projet de loi, fondamentalement, va équilibrer ces trois pôles-là. Puis, ultimement, va référer le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, le PG, qui est un acronyme. Puis les experts nous l'ont dit, le Québec n'a jamais eu de PG. En grande partie, on n'a pas besoin. OK, on n'avait pas de projet, on n'avait pas de... tout simplement parce qu'on n'avait pas de besoin. Bien, on faisait des modélisations. M. Charette le fait au niveau de l'environnement, même les finances le faisaient, mais c'est des modèles à haut niveau, Excel, à 3 dimensions. Mais c'est pas ça, un plan. Un PG, ça va plus loin que ça. Alors moi, j'ai étudié un peu ce qui se passe en France, dans les pays scandinaves. Donc, le fondamental du projet de loi, c'est de dire, regardons, les besoins. C'est pas juste l'électricité hydraulique puis l'éolien, c'est le biocharbon, biochar, le gaz naturel renouvelable. Les sources énergétiques, ce n'est pas juste avec Hydro-Québec. Non, il y en a pas. Alors, il faut élargir ça. C'est quoi les sources énergétiques? C'est quoi les besoins? C'est quoi les coûts économiques des différentes sources? C'est quoi les coûts sociaux? Absolument. Parce que si on dit on veut décarboner en 2050, puis on dit ça prend 15 barrages, pas sûr que les Québécois sont prêts à ça. Ou si on dit, by the way, ça va prendre des éoliennes dans tous les cours, tous les Québécois, on va dire, oh, je veux pas ça. Alors, il faut avoir le débat. Puis le débat, on ne l'a pas eu. Alors, il faut avoir le débat de dire, voici les besoins énergétiques pour décarboner les premiers du monde, et voici le coût, et voici comment ça va se faire. Exactement. Et là, moduler ça, parce que je regarde M. Macron en France, j'ai étudié beaucoup le plan français, et quand il a présenté son plan la première fois, il y avait 5 différentes possibilités, puis ils ont choisi, on reprend celui-là, le nucléaire. Alors, le débat, ce ne sera pas jeudi qu'on va parler de ça, mais je mets la base pour que d'ici 1 an, qu'on puisse discuter avec les Québécois, voici les solutions énergétiques. Est-ce qu'on est prêt collectivement à aller là? Et si oui, bien, acceptons que peut-être ça va coûter plus cher, peut-être qu'on va consommer différemment, puis si on veut y arriver, puis peut-être qu'il va y avoir des sources énergétiques qu'on n'avait pas anticipées, qu'on va devoir utiliser. Puis vous dites que on veut devenir justement être le premier État à être carboneutre en Amérique du Nord d'ici 2050. Mais on vous parlait tantôt de matières résiduelles avec la filière batterie, tout ça.
Comment on fait? Parce que dans les dernières années, on voit le nombre de déchets s'accumuler au Québec, même si on a des objectifs qu'on ne respecte pas. En 2030, on estime qu'il va y avoir entre 58 000 et 88 000 batteries en fin de vie qui vont emmener des milliers de tonnes de déchets ou de plastique ou de matières résiduelles. Puis on dit qu'on est capable en ce moment de traiter environ 10 de ce qui se fait en vente de batteries. C'est comment on fait pour, oui, produire de l'énergie, mais la décarbonation passe par autre chose aussi. Comment on fait pour gérer tout ça? Bien, bon point, parce que premièrement, comme j'ai dit tantôt, si on pense que ça prend juste de l'hydroélectricité pour décarboner, ça va prendre 25 barrages, ça n'arrivera pas. Je pense que je peux affirmer que les Québécois, à juste titre, ne voudront pas ça. Donc, ça prend d'autres sources. Là, on parle beaucoup du gaz naturel renouvelable. Bon, c'est pas zéro carbone, mais c'est très faible en carbone parce qu'on émet une fois, deux, trois fois. Et ça, j'allais au Danemark il y a quelques mois, puis le Danemark, à cause de la gestion des matières résiduelles, je parle par exemple dans les fermes d'élevage, et je parle de la matière résidus organiques comestibles, domestiques plutôt, m'excuse. Ça, au Danemark, ils ont un triage, ils l'utilisent de façon à ce qu'aujourd'hui, le GNR, c'est 100 Donc, le gaz naturel, pas là, mais dans quelques années, va être 100 renouvelable. Au Québec, là, présentement, Énergie, là, c'est 1 ou 2 renouvelable. La cible, c'est 10 en 2030. Si on veut se rendre à du gaz naturel renouvelable à au moins 50, 60, 70 parce que si on a du GNR à 10 il y a 90 qui est fossile. Oui, c'est ça. Donc, il faut aller à 100 Ça va être très difficile. Mais pour arriver à ça, il n'y a aucun doute dans ma tête que les matières résiduelles, il faut l'économie circulaire en plus, il faut les utiliser, de mettre des matières organiques dans le site d'enfouissement. Le lisier des fermes d'élevage qui n'est pas utilisé, alors il faut avoir une culture qui va permettre en sorte qu'on accepte de faire du compost, on accepte parce que là, si ça ramasse des sites d'enfouissement, les LET, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a du méthane qu'on émet à part de ça, qui n'est pas utilisé. Il faut le brûler. Alors, il y a des choses aberrantes qui se produisent. Ça, c'est exactement le point que j'ai dit tantôt. Alors, les Québécois, quand on va réaliser que pour décarboner, ça prend des choses, là, c'est le comportement. Là. Le Québécois est prêt à ça? Moi, je pense que oui, parce que ultimement, notre génération qui nous suit, les gens qui nous suivent, veulent décarboner, veulent un état carboneutre. Alors, pour être carboneutre... il n'y a pas le choix de faire des sacrifices à quelque part. S'il n'y a pas de matière résiduelle, ultimement, il y aura peut-être du nucléaire aussi, on n'aura pas le choix. Si on ne veut pas faire ça, bien, il va y avoir 25 barrages, on va avoir des éoliens dans tous les côtes du Québec. Ça n'arrivera pas, donc il faut avoir une espèce d'approche différente. Il faut avoir la discussion de façon posée. Ce n'est pas le gouvernement qui va dire « nous allons faire ça ». L'objectif de projet de loi, c'est vraiment de mettre sur la table tout ce qui est possible, puis d'en débattre. Pour voir qu'est-ce ça peut prendre des mois, ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Il faut que les Québécois soient d'accord. Mais la vraie discussion va être après, quand on va voir le fameux PGIR. Les gens vont dire, OK, oups, pour décarboner, ça faire ça. On est-tu prêt à faire ça? On est-tu prêt à dire, je fais trop des farces, là, mais on va-tu s'en aller en Floride en bicycle? Non, bien là, parce qu'on va peut-être carboner aussi. Là. Exactement. Je vais vous emmener maintenant sur la filière batterie, puis je ne ferme pas la porte sur l'énergie. On va regarder, j'ai une question un peu combinée plus tard. C'est un secteur sur lequel aussi vous misez grandement pour assurer une croissance économique à long terme. D'abord, comment se positionne actuellement le Québec dans l'écosystème nord-américain et mondial de la batterie? Bon, premièrement, batterie, on a commencé à s'intéresser à ça en 2019. En 2018, quand je suis arrivé en poste, pour moi, batterie, c'était ce qui rentre dans ma flashlight. C'était un concept qui était très embryonnaire. Alors, rapidement, on a regardé quelles sont les forces vives du Québec pour réaliser que, bon, de toute évidence, les matériaux critiques stratégiques, on en a. L'électricité à faible coût, puis du talent. Parce que les gens oublient des fois, là, mais on a à Concordia, Dr Karim Zahib, il a inventé les batteries, lui. Il y a 15 d'années, il était comme un esquimau sur nid de loup, personne n'y croyait à ce moment-là, mais aujourd'hui, alors, comme moi, quand je suis allé en Asie la première fois en 2019, on m'a dit « You, Karim ». Alors, le Québec, on a des forces vives là-dedans. On n'avait pas une stratégie dans la batterie. Alors, rapidement, on a réalisé, on avait quoi offrir. Deuxièmement, c'est un écosystème qui va être très régionalisé. L'Asie sont les dominants de la batterie, de toute évidence, la Chine, la Corée, le Japon même. L'Europe commence à se structurer, les Américains, là, veulent se structurer. Moi, je pense que présentement, quand on parle des minéraux critiques convertis en hydroxyde de lithium, du graphite enrobé, des cathodes anodes, bon, on n'en fait pas, mais on a des projets, là, 16 milliards, on est un premier. Là. Il ne fait pas de cathode présentement aux États-Unis. Là. Il va s'en faire, évidemment.
L'Ontario, ils n'ont pas 14, ils font des chars, puis ils OK, font mais des... il faut pas- il y a pas- alors, nous, on commence en amont. OK. Et je pense que c'est ça la distinction, je m'excuse, et la force des zones d'innovation. On part en amont. Alors, si on est capable d'intégrer les composantes, la transformation, faire des cathodes pour les cellules du Québec ou à l'extérieur, ça va dur à défaire, ça. Alors, Ouais. moi, je pense qu'on a une position privilégiée. Je pense qu'on va être probablement... Il y a des gens qui disent qu'on pourrait produire le tiers des cathodes de l'Amérique du Nord. OK, quand même. Quand même, c'est 20 on serait C'est quand même pas mal. Si je vous amène sur Norvolt maintenant, rappelons que c'est 7 milliards d'investissements publics. Je pense que c'est la plus importante somme allouée à un projet privé de l'histoire du Québec, avec près de 3000 travailleurs, avec d'autres joueurs importants comme Ford à Bécancour, ou même Volta, Canada à Granby, puis j'en passe. Quand on revenait sur les PME, l'écosystème, on dit qu'il y a plusieurs PME qui commencent dans ce secteur-là puis ailleurs à être inquiètes en se demandant comment ils vont faire pour survivre, comment ils vont faire pour recruter les meilleurs talents, comment ils vont faire pour demeurer dans la course. Puis en même temps, si on dit, on dit OK, la solution, c'est l'immigration, les travailleurs étrangers, il faut les loger, il faut adapter notre infrastructure en conséquence. Donc, j'ai 2 questions pour vous sur ce dossier-là. Premièrement, vous avez dit récemment à Les Affaires, dans un entretien éditorial, que le gouvernement n'avait pas le choix que d'avoir un plan pour aider les PME. C'est quoi ce plan-là? Bien, deux choses. Premièrement, je pense que beaucoup de gens disent que la filière batterie va bénéficier aux compagnies étrangères et pas aux compagnies québécoises. Je suis en porte-à-faux avec ça parce que l'exemple de Norvolt est un bon exemple. Puis lithium, je vais parler de lithium tantôt. Norvolt, 7 milliards, plus gros projet privé au Québec. De leur calcul à eux, je n'ai pas validé encore, mais je les crois, je vais le voir, minimum 90 de ce qui va être donné en contrat va être au Québec, local. Les équipements ne sont pas québécois, mais tout le reste va être québécois. Alors, les gens qui vont profiter de Norvolt, ça va être extraordinaire. Lithium, le recyclage, parce que une des raisons pourquoi la filière batterie va prendre tout son sens au niveau stratégique en Amérique du Nord, c'est qu'on va aussi recycler, parce qu'on s'entend que d'extraire du lithium, du nickel, du graphite, bien, ça émet des GES. Les gens disent « Ah, ça émet des GES ». Oui, sauf que ultimement, la voiture électrique va réduire de 70 l'émission de CO2 équivalent. Alors, moi, je pense qu'on est capable de profiter de cet élan-là. Et Recycle Lithium, c'est 100 québécois, des Québécois. Et pourquoi on les a financés? Parce qu'eux autres, là, leur émergence fait en sorte que Ford, qui fait des cathodes et des cellules Norvolt, bien, ils aiment ça, voir ça, puis ça va être l'économie circulaire, parce que les gens veulent ça. Alors moi, je pense qu'au contraire, la filière batterie va permettre à des PME d'émerger. C'est pour ça qu'on a créé des zones d'innovation. Maintenant, ceux qui sont, j'ai dit un peu tantôt, les PME qui sont dans des zones d'innovation au niveau sectoriel vont être tirés vers le haut. C'est clair. Pour moi, l'aéronautique, c'est le meilleur exemple. Les PME québécois en aérospatiale, il y a 250 compagnies du Québec qui en profitent. Bon, les PME qui ne sont pas dans les zones d'innovation, eux vont dire, là, Norvolt, l'édition a eu de l'argent, ils n'ont pas eu d'argent. Et c'est là, comme gouvernement, il faut faire attention, on faut être un peu libertarien pour permettre aux privés de pouvoir émerger. Conséquemment, les crédits d'impôt, je pense que le programme C3I, le programme d'Éric Girard sur la recherche et le développement, moi j'ai l'OTN, pour l'innovation, il faut continuer de permettre aux compagnies PME qui ne sont pas dans les créneaux de zone d'innovation de pouvoir émerger aussi, puis d'autres qui sont peut-être flexibles, bien, se profiter de ces créneaux-là. Je reviens aux batteries, là, je suis biaisé parce qu'on l'a créé de zéro, mais d'après moi, cette filière-là va être très porteuse des PME, mais pas toutes les PME, c'est sûr. Oui. Puis ma deuxième question en lien avec cet élément-là, on sait que la disponibilité de la main-d'œuvre, c'est un frein à certains projets de la filière, on ne se le cachera pas, comme la disponibilité en énergie ou en électricité. En 2023, vous estimiez qu'il y avait 10 000 travailleurs qui seraient nécessaires pour la Mauricie, le centre du Québec, devienne la Silicon Valley de la batterie automobile. Puis moi, j'ai entendu des chiffres qui pouvaient aller jusqu'au double de ce nombre de travailleurs-là. Parallèlement, puis je reviens à mon énergie, le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, présenté en novembre, chiffre l'ajout de nouvelles infrastructures entre 155 et 185 milliards, dont 90 à 110 pour des nouveaux projets énergétiques. Chose certaine, là, ces 2 chantiers-là, que ce soit la batterie ou l'énergie, c'est des chantiers énormes pour tout le Québec. C'est beaucoup d'employeurs, beaucoup d'employés, beaucoup de besoins de personnel.
Puis je pense que l'hydroélectricité, je pense qu'on parle de 8500 travailleurs additionnels. Là, je suis comptable, là, moi, j'additionne des chiffres. Quand je mets tout ça ensemble, je me dis, on fait comment pour accueillir tous ces gros employeurs-là? Comment on fait pour encadrer ces employés-là? Comment nos villes, nos infrastructures, nos communautés vont être prêtes pour ces projets-là, qui sont des grands projets d'envergure qui vont changer le Québec? C'est légitime, c'est sûr, c'est légitime comme question, parce qu'il y a plusieurs facettes à ça. Premièrement, si on parle mathématiques, je suis comptable aussi, si on regarde le nombre d'employés disponibles. Bon, démographie du Québec escalée. On n'a pas une croissance négative, mais elle est pas mal stable. Disons qu'elle est stable. Alors, c'est sûr, puis là, l'immigration, évidemment, on peut compenser par l'immigration, mais il y a d'autres problèmes. Alors, évidemment, ça, je pense on l'a reconnu, là, puis je pense qu'il faut s'ajuster. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas fermer l'immigration, mais il faut que les services sociaux puissent suivre. Alors, il y a du travail à faire au niveau éducation, santé puis logement. On va l'identifier, puis il faut augmenter l'offre de logement. À un moment donné, il va falloir avoir plus d'immigration un jour, mais là, il faut juste une période. On est comme un peu dans la poule et l'œuf en ce moment. Là. Exact. Puis on a pris la décision que, par exemple, le demandeur d'asile, il faut faire attention. Mais alors, l'immigration, il faut la contrôler, mais on ne veut pas la fermer. Okay. Maintenant, au niveau de la formation de nos jeunes, moi, je pense que c'est là un peu que le bas blesse des fois, parce que est-ce qu'on peut blâmer les jeunes de vouloir travailler dans la filière batterie ou filière aéronautique? Ils vont faire un cours technique, ils vont gagner 60, 70, 80 000, travailler dans les filières de batterie à 100 000 santé, on parle Moderna. Moderna engage beaucoup de personnes là, qui vont gagner 100, 120 000 Peux-tu blâmer les jeunes? Ça est là, la réponse est non. Donc, il faut que la formation soit alignée avec la création de richesse, création de valeur. On veut remonter l'écart de richesse, donc forcément, il faut augmenter le niveau salarial, pas plus vite la productivité, parce que sinon, on tire dans notre chaloupe, comme on dit. Absolument. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être certaines industries qui vont avoir plus de difficultés. Celles qui peuvent se numériser, s'automatiser, il n'y aura pas d'enjeu. Les programmes du gouvernement vont être là. Celles qui ne peuvent pas l'être, je donne toujours l'exemple des Tim Hortons, peut-être qu'on en a la moitié moins. Bon, je fais des farces, évidemment, j'ai rien des Tim Hortons, je passe une partie de ma vie là aussi, mais il faut falloir accepter que nos jeunes... Qu'est-ce que vous faisiez chez Tim Hortons? Notre promène dans le Québec, on arrête de se réveiller pour un café. Là. Non, mais je pense, c'est faire sa part, je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut accepter que si on veut remonter d'avoir des emplois dans les sciences de la vie, au niveau de la génomique ou de la médecine personnalisée, des gens qui vont faire 100, 125 $ par année, on ne peut pas se priver de ça si on peut le faire. Alors, par contre, il faut que la formation puisse suivre, puis il faut que ceux qui vont peut-être perdre des employés, retransforment leur entreprise ou puissent... Ce qui est moins facile à faire. Donc, le recyclage... Quelqu'un qui a fait un corps de métier toute sa vie, repenser qu'il va aller faire autre chose. Ça prend une transition. Ça prend une transition, effectivement. Puis on ne vient pas cannibaliser d'autres types de métiers. Possiblement. Mais je pense que il va falloir voir, comme société, il va falloir se poser la question aussi à un moment donné, est-ce qu'on veut s'enrichir? L'indice du bonheur est corrélé à quoi? Il y a des gens qui vont dire, non, l'indice du bonheur est fort au Québec, mais on est pauvre. Alors, quand je dis on est pauvre, relativement parlant, moi, je pense que, moi, je suis dans la politique pour une raison, pour aider à créer de la richesse collective, pour la réinvestir dans, d'après moi, le pilier de l'État le plus important, la mission la plus importante, c'est l'éducation. Absolument. Alors, il va falloir accepter à un moment donné que si on veut créer de la richesse, il faut faire ça, mais en même temps, ça prend des transitions. Je pense que l'industrie des pâtes à papier. Je fais beaucoup de travail là-dedans, j'ai travaillé là-dedans plus jeune. Bon, ça va changer, ça aussi. Là. Alors, il y a des villages où il y avait, à l'époque, un village, il y avait une caisse pop, puis il y avait un bureau de Raymond Chabot, puis il y avait une église, puis il y avait une scierie. Mais c'est peut-être plus ça qui va arriver. Là. Il y a des mégawatts disponibles, donc on va se servir peut-être des mégawatts pour avoir d'autres gens dans l'industrie. Je ne sais pas qu'on fermer les scieries, je dis au contraire, mais il va y avoir des consolidations. Il faut accepter qu'il y a des secteurs industriels, il risque d'avoir moins de joueurs, qui soient plus en santé, puis conséquemment, les gens, les employés, il y a peut-être d'autres emplois qui vont être peut-être mieux rémunérés. Ça, il faut travailler sur ça. Mais ça va être dur, par exemple. C'est pas un chantier qui est facile. Si c'était facile, la politique, ça serait pas un sport extrême. Exact. En terminant, M. le ministre, il semble que vous ne solliciterez pas un troisième mandat comme député et ministre. D'ici votre départ de la vie politique, outre l'adoption de votre projet de loi que vous déposez cette semaine, est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous voulez continuer d'avancer, d'innover ou d'initier avant de quitter la scène? Premièrement, la scène, on est plusieurs joueurs sur la scène. Un ministre a la visibilité, c'est évidence, mais il y a beaucoup de monde en arrière qui font du travail. Et heureusement d'ailleurs, parce que les ministres changent, les fonctionnaires, les gens restent. Ça, c'est une bonne chose pour le
de démocratie. Maintenant, moi, j'ai dit tantôt, d'entrée de jeu, il y a deux panneaux importants qui, je pense, parce qu'à un moment donné, dans la vie, il faut focuser. Ouais. Hein, son photo d'affaires, on échappe toutes. Là. Moi, c'est transition énergétique. Et moi, je pense que le projet de loi, le plan d'Hydro-Québec, ce qu'on fait avec Énergie, puis la conscientisation qui prend place maintenant, que les experts qui vont participer à ça, là, on met la balle au jeu. Là, je pense que le débat va avoir lieu. Il faut avoir des gens qui vont l'exécuter. L'autre côté, ce qu'on a parlé toute l'avant-midi, toute la journée, c'est l'innovation. Et ça, je pense que la création d'innovateurs en chef, les programmes qu'on a en place, la progression qui s'est faite me satisfait en partie. OK. Mais il y a beaucoup à faire encore. Mais je pense qu'on a mis les jalons. D'ailleurs, ce matin, j'étais avec le gars de Prospera, avec BCF, puis il y avait un économiste, François Delorme, Université de Sherbrooke, qui disait, on n'est pas si pire que ça, dans le fond, du Québec. On a fait des progrès, mais il ne faut pas... Faut pas s'asseoir sur nos lauriers, comme on Non, dit. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire encore. Moi, je pense que c'est deux créneaux. Alors, peu importe quand je vais être là, il y a des gens qui vont continuer ce travail-là. Excellent. Puis, je vous envoie une balle du champ gauche. Le matin, vous allez vous lever parce que vous avez dit que vous étiez pour le dire aux journalistes ce matin-là que vous preniez votre retraite. C'est pas retraite. On ne prend jamais de retraite. On ne prend jamais de retraite. Mais que vous alliez quitter la scène politique. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir dire à la journaliste mission accomplie? Bien, écoutez, en politique, on pourrait ne jamais partir. Parce que le jour où on dit j'ai accompli ce que je voulais faire, c'est parce qu'on n'a pas eu d'ambition. Ouais. Alors, c'est clair que la réponse à votre question, c'est que je pense qu'il faut croire qu'on a influencé, qu'on a eu un impact, qu'on a mis en place des jalons qui vont perdurer. La filière batterie, c'est un bon exemple, je pense, j'en suis fier. Travail accompli avec beaucoup de personnes. On a une équipe qui est en plein de 15 personnes sur ça. Si on exécute bien les projets, il faut exécuter. Là. Absolument. On a 16 milliards d'investissements, mais le jour où Northvolt fait des cellules, que les cathodes se font à Bécancour avec GM POSCO, puis là, je pense que ça, c'est un jalon. Là, ça, les prochains vont prendre ça et vont l'amener à l'autre étape. Là. Alors, je pense que c'est de mettre les bons jalons aux bonnes places dans les secteurs stratégiques importants pour le Québec, dont l'énergie et dont l'innovation. Quand vous êtes entré en politique, qu'est-ce que c'était? Ce que vous vous attendiez ou c'est différent? C'est différent un peu. Oui, c'est différent, mais c'est un sport extrême. Mais en même temps, c'est très motivant. Parce que de penser qu'on a une influence, qu'on a un impact, ça compense pour, quelquefois, les négatifs quand tu te lèves le matin, puis les journaux. Mais en bout de piste, on devient, je ne dirais pas immunisé, mais si on croit que notre impact est positif pour les générations à venir, c'est très motivant. J'avoue. Alors, le reste, on le regarde avec un... Bien, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. On va aller aux questions du public qui ont envoyé des questions. Encore une fois, si vous êtes à l'écoute et que vous voulez poser vos questions, vous appuyez sur le bouton Q&A en bas de votre écran. Première question, je vous la lis. L'intelligence artificielle générative est une nouvelle priorité pour bon nombre d'entreprises québécoises. C'est effectivement le cas, mais elle comporte aussi certains risques. Est-ce possible de penser à un cadre qui viendrait réglementer le tout et qui ne freinerait pas l'innovation pour les entreprises? C'est une excellente question. Oui, très bonne question. D'ailleurs, vous vous rappelez sûrement, on a la chance au Québec avec M. Bangio, une des sommités internationales. Les gouvernements, le précédent gouvernement, la CAQ et notre gouvernement a mis beaucoup d'argent en intelligence artificielle. On a investi peut-être 700 millions de dollars en recherche fondamentale, ce qui fait qu'aujourd'hui, Mila, Ivado, Bangio, on est reconnu mondialement. Bon, c'est la bonne nouvelle. M. Bangio a fait état, après un an, de son inquiétude sur l'utilisation à mauvais escient de l'intelligence artificielle. Il a créé une tollée, puis à juste titre. Alors, donc, moi, j'avais demandé à ce moment-là, justement, à Luc Sirois, conseiller du Québec, de se préoccuper de tout ça et de voir comment on pourrait rassurer les Québécois, autant les entreprises que les particuliers. Comment est-ce qu'on va regarder ça en termes de développer dans un cadre plus éthique et plus périn? Pas simple, parce qu'il y a un bout de moi qui dit on va aller plus vite pour l'implantation dans l'entreprise de l'IA, puis l'autre bord, on va mettre le frein un peu, parce que si c'est pas contrôlé, on va rentrer dans le mur. D'un bord, on met le frein, d'un bord, on pousse l'accélérateur. Alors, j'ai la discussion souvent avec M. Bangio. Alors, je pense qu'on a trouvé le bon compromis. Je pense que l'intelligence artificielle, il faut, premièrement, faut l'encadrer. Donc, ça prend... Parce que l'impact de l'intelligence artificielle, c'est quoi? L'emploi. Hein? C'est vrai que l'emploi. Beaucoup de gens se disent qu'il n'y aura plus d'emploi. Je pense que ça va nous aider, là, mais il faut faire attention quand même. Deuxièmement, l'éducation, ça va affecter comment est-ce qu'on éduque nos jeunes. L'économie, moi, j'ai investi beaucoup dans l'intelligence artificielle, mais là, on va-tu faire des... Combien il fait des robots tueurs? On va-tu faire tout un enjeu éthique? C'est tout un enjeu éthique. Clairement, M. Bangio a mis de la balle au jeu. Alors, il faut mettre
cadre d'éthique. Est-ce que ça va être réglementé? On va-tu faire une loi? Ouais. Dans le rapport de la commission que j'ai mis en place, il disait qu'il faut encadrer, il faut probablement réguler et former. Alors moi, je pense que la loi, pour l'instant, il y a des gens qui pensent d'avoir une loi pour encadrer ça, mais avant de mettre une loi, il faut bien comprendre l'impact au niveau ministériel. Donc, j'ai mis mes collègues de l'Ordre de l'éducation, Pascal Derry, enseignement supérieur, Christian Dubé en santé. Santé, c'est important aussi. L'économie, on va regarder comment on va réguler nos propres ministères pour s'assurer qu'il y a un encadrement à ça. Puis, est-ce qu'on aura une loi parapluie au niveau national? Je travaille avec le fédéral sur ça. Le fédéral se pose la question. On travaille avec le UK, parce que Joe Bengio va au UK aussi. Les Américains se posent sur ça. Alors, on va regarder ce que le monde va faire. Je ne vais pas être les premiers à réglementer, parce que si on réglemente trop vite, on ne sait pas l'allègement réglementaire. Alors, je pense qu'il faut former les gens. Mais vous n'avez pas peur que la réglementation va arriver trop tard? Donc, que les gens vont essayer un peu n'importe quoi, puis que finalement, quand ça va être le temps de mettre C'est le débat. Puis honnêtement, je n'ai pas la réponse parce que je me fie aux experts, mais je pense qu'avant d'encadrer, il faut que tu comprennes. Ah, c'est sûr. Puis honnêtement, c'est vaste, hein? C'est assez complexe aussi. L'intelligence artificielle, là, on va commencer, by the way, à l'automne, on va former les députés. Ah, c'est une bonne chose. Il faut se former entre nous parce Absolument. qu'on parle de ça, on peut s'inquiéter, c'est comme le nucléaire, on s'inquiète, mais on comprend-tu réellement c'est quoi? Alors, je pense que M. Bengio, lui aussi, il y a le paradoxe. Il aurait pu me dire qu'il faut aller plus vite là, pour mettre l'IA des entreprises à bonne place, mais en même temps, il faut faire attention. Il faut faire les deux, mais je pense que, justement, le Conseil d'innovation du Québec, je pense que la Polytechnique, l'LTS, beaucoup de monde se préoccupe de ça. Ces gens-là vont nous aider à bien comprendre qu'est-ce qu'il faut réglementer. Moi, je ne suis pas fermé à la réglementation, mais je suis toujours inquiet de réglementer quelque chose qu'on ne connaît pas. Exact. Oui, je suis assez d'accord. Mais il y a des belles choses à penser. Je pense que ça va permettre aussi à beaucoup d'entreprises de faire travailler leurs gens sur des choses à valeur ajoutée. Donc, ça va venir rendre de l'efficience puis peut-être éventuellement contribuer à notre PIB. Une autre question, le programme immigrants investisseurs, est-ce qu'il fonctionne toujours? C'est du capital étranger intéressant, important pour stimuler la croissance de l'économie du Québec, effectivement. J'ai des vues mixtes sur ça. C'est un programme qu'on a refait, mais qui est moins intéressant qu'il l'était. Pourquoi? Bien, premièrement, sont tous en arrière. Moi, je suis venu à Hong Kong à un moment donné où on avait du démarchage qui se faisait pour amener les investisseurs à avoir leur passeport canadien et venir au Québec. Les gens venaient jamais au Québec. En fait, ils donnaient de l'argent puis ils restaient chez eux. Ils exagèrent un peu, là. Bon, ils venaient ici, ailleurs. Alors moi, je pense que puis après ça, ce qu'on a fait, c'est que Investissement Québec profitait de ces investissements-là pour financer les PME. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent qui manque. Alors, d'aller se financer par des investisseurs étrangers qui reprenaient leur argent après puis qui allaient travailler n'importe où ailleurs, aussi travailler ailleurs, honnêtement, c'est un mode de financement. Alors moi, j'étais un de ceux qui disait... Quand les coffres sont bien remplis, c'est pas un programme qui est intéressant. Puis d'autre part, pourquoi aller chercher 1 million d'investisseurs immigrants qu'on va lui rembourser dans 3 ans avec un peu de taux d'intérêt, puis là, l'argent va aller pour Investissement Québec? Non, mais est-ce que c'était le cadre qui n'était pas correct? Oui. OK. Fait que c'est pas le programme comme tel, c'est vraiment le cadre. Et moi, je suis favorable, très favorable à avoir des investisseurs étrangers qui veulent s'implanter ici pour investir dans une entreprise. Pour ouvrir un Tim Hortons ou ouvrir un Dunkin' Donut. C'est ça qui se faisait à l'époque. Puis moi, à l'époque, j'étais dans l'institution financière, je le voyais de l'autre côté. Alors, quand je suis arrivé en poste au gouvernement, on m'a dit, ce programme-là, les gens, certains groupes du MIFI, entre autres, disaient, on n'est plus sûr du programme, puis on peut l'enlever. On va prendre une dernière question du public. Comment le gouvernement peut-il simplifier la vie des entrepreneurs de faire affaire au Québec? Je présume la question, c'est l'allègement réglementaire. Probablement, oui. Je pense que, il y a beaucoup de questionnements. On parle de 96, 21, on parle de 25, 64, on parle de la langue, en tout cas, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, c'est compliqué au Québec. Mon expérience, parce que moi, je suis un peu le développeur en chef du Québec, pour même partout dans le monde, ce que j'aime faire, pour vendre le Québec. Je dirais aujourd'hui que les gens qui arrivent au Québec trouvent ça moins pire que ce qu'ils se font dire quand ils sont en dehors du Québec. Ça étant dit, c'est pas toujours simple. Non. Puis ça, je le reconnais. Je peux vous l'assurer que je le reconnais. Alors, M. Legault, parce que c'est moi qui étais un peu le chef réglementaire. Donc, quand je suis arrivé en poste, je co-présidais avec
François Vincent du FCEI, le comité d'aménagement élémentaire. Là, j'ai réalisé à un moment donné, je disais à M. Legault, ça va être le premier ministre qui va faire ça. Parce que quand moi, j'arrivais à mon collègue au MAPAC, je disais, hey, c'est compliqué tes affaires, on va alléger. T'es qui de me dire ça? Alors, chaque règle qui est mise en place a une justification. Ouais. Quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, on se dit, oups, c'est lourd un peu. Et oui, c'est lourd, effectivement. Ouais. Donc, le premier ministre, clairement, a pris sous son aile, il a dit publiquement, qu'il va revoir lui-même, avec chacun des ministres, comment est-ce qu'on peut rendre la vie plus facile aux entrepreneurs. Les règles vont probablement demeurer. La façon d'y adhérer devrait être allégée. OK. Devrait. J'aime le mot, devrait. Oui, non, mais je pense qu'on le veut. Parce que, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui nous font ce commentaire-là, Ouais. et je le réalise moi aussi. Puis en même temps, quand j'étais dans le privé, je me disais, ah, c'est compliqué au gouvernement, c'est long. Là, je suis au gouvernement, il faut que ce soit un peu long. Pas trop, mais un peu. Un peu. Donc, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas laisser non plus. C'est pas le Ouais. Klondike ici. Si on n'a pas de réglementation, les problématiques qui peuvent être causées on va prendre du temps à remédier. Alors, Mais par où commencer? Ben, je pense que l'environnement, c'est un bon exemple. OK. On ne peut pas être contre l'environnement. On ne peut pas être contre les procédés, ultimement, d'avoir des BAP. Mais on peut-tu faire un BAP plus rapide? Ouais. On peut-tu avoir un BAP qui va durer 3 mois au lieu d'1 an? La réponse, c'est oui. Au niveau de l'importation, au niveau des permis, on peut parler de l'environnement, permis de construction. Construction, c'est pas simple. Pas simple non plus. Non, c'est loin d'être simple. En fait, c'est pour moi le secteur qui est le plus problématique au Québec présentement. OK. Vous avez dit 8 000, là, c'est pas 8 000, c'est 35 000. 35 000. Hydro-Québec va avoir 35 000 gens de construction, Wow. OK. mais ils ont déjà 10-12 000, donc le gap est moins. Le gap est moins de 35. Mais quand même, Bécancour engage avec le monde, Northvolt. Alors, la construction, là, c'est pas simple. Et ça demande de travailler avec des syndicats aussi. Alors, il y a une liste là, de 25 points. Alors, moi, je dis à M. Legault, c'est le premier ministre qui doit faire ça, parce que quand on regarde les entrepreneurs, les compagnies étrangères et québécoises, puis on se fait dire, ben là, c'est compliqué, on pense aller ailleurs, c'est trop compliqué. Bon, souvent, c'est peut-être pas toujours le cas, mais néanmoins, on l'entend, alors c'est sûr que c'est pas plaisant. J'imagine, puis M. le premier ministre, s'il se prête au jeu, il a été d'accord là, que ce soit réalise, lui. il l'entend lui aussi, parce que les gens font les mêmes revendications. Puis même si, peut-être, dans certains cas, c'est pas justifié, c'est la perception. Ah non, c'est certain. Alors, dans la tête des gens, c'est compliqué le Québec. Ben, moi, j'aime pas ça, là, parce que je veux qu'on vende le Québec. Alors, faut essayer de l'alcool. Ah non, un peu l'alcool peut, aussi. oui, Là, faire de l'alcool, vendre ça, la régie, ma part, en tout cas, c'est complexe. Là. Avant qu'on fasse le mot de la fin, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez passer à nos partenaires? Non, mais autre que dire, écoutez, on compte sur vous autres. Le succès d'un gouvernement est toujours basé sur les maillons de la chaîne qui exécutent. Alors, je pense qu'on a au Québec l'avantage d'avoir une bonne diversification. On a des choses à corriger, mais nous, comme gouvernement, on veut mettre la charge en batterie. Alors, moi, des sessions comme celle-ci, des questions ou commentaires indirects qu'on a eus, il faut être ouvert à ça. L'amélioration va venir de notre collectivité, de le milieu. Merci de l'invitation. Je vous remercie infiniment d'avoir passé un moment avec nous. C'est grandement apprécié. Ça nous permet de voir tout ce qui s'est enclenché, puis surtout ce qui reste à venir. Il y en a beaucoup à venir, mais au moins on a une vision d'où est-ce qu'on veut aller. Je tiens à remercier nos participants qui sont en ligne. Merci à l'équipe d'RCGT d'avoir rendu ce tête-à-tête possible. Et je vous dis, Monsieur le ministre, une bonne fin de mandat pour vous. Merci. Et puis à vous, chers participants, bon après-midi et merci d'avoir été parmi nous.